Vous finissez ça avec une céréale Bulch Muesli. Passion Cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me fais un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Il fait beau, il commence à faire beau, hein, Romain? Il commence à faire beau, ouais. Et puis, il faut penser à faire sortir les vélos, hein? C'est le printemps, ouais, tout à fait. C'est bientôt le printemps parce qu'il a neigé même ce week-end. Ouais, c'est ça, il a neigé, mais bon, le temps permet quand même de sortir les vélos. Ok. Et justement, pour tous les amoureux, les amateurs de vélo, j'ai 5 accessoires à vous proposer, à vous montrer justement, à vous faire découvrir. D'accord. On va commencer par le premier, c'est que les écouteurs sont interdits maintenant, on peut plus avoir d'écouteurs en vélo. Ouais. Et quoi de mieux d'avoir un casque avec des écouteurs sur le côté, sur la tempe. Ok. Et ça va passer par son crânien et tu vas pouvoir avoir les oreilles libres. Et c'est-à-dire écouter s'il y a des voitures sur les côtés, faire attention, et en même temps écouter ta musique en même temps. C'est nouveau ça? C'est nouveau, ça vient de sortir l'année dernière, et puis c'est formidable. Puis ça a déjà été, c'est toujours, on peut les acheter en ce moment. D'accord. Puis ça fonctionne vraiment bien. J'ai pu essayer l'été dernier, justement. C'est incroyable, vraiment incroyable. Et quoi de mieux aussi avoir le petit miroir sur le côté, un autre accessoire, oui. Mais d'un côté, si tu roules sur la route, il faut toujours faire attention, être prétentieux, être vigilant, pardon. Le petit miroir sur le côté, c'est un accessoire que tu peux accrocher sur ton casque, on peut voir les images à l'écran. Et j'ai pu rencontrer une personne qui l'utilise, une personne qui fait du vélo tous les jours, et c'est son accessoire préféré. Et parce qu'il peut. Le rétroviseur, oui, exactement. Ça prend pas de place, c'est facile à installer, et tu peux vraiment voir les camions, les voitures sur le côté si tu fais du vélo sur la route. Ok. Après, quand même, je vous conseille de rouler, par exemple, sur la piste cyclable, c'est quand même. On est plus sûr sur la piste cyclable. Mais vraiment, le monsieur, c'était son accessoire préféré. Ok, c'est un petit accessoire qu'on accroche sur les casques ou ça vient avec le casque? Non, c'est vraiment un petit accessoire que tu accroches sur le casque, n'importe quel casque. C'est super facile à installer. D'accord. Et c'est le petit miroir. En plus, il m'a dit, tu vois juste un petit coup d'œil avec ton œil là. ça fonctionne d'enfer. Ok. Le troisième accessoire, c'est des clignotants pour vélo. C'est marrant ça quand même. Franchement, ça devient des voitures là. Ouais, ça commence à être de plus en plus technique. Mais c'est vraiment une petite machine que tu mets en dessous de ton siège. Ok. Tu as une petite télécommande que tu accroches au guidon. Et tu as 3 boutons, tout simple. Le bouton droite, c'est le clignotant droit. Comme ça, les personnes derrière, ils peuvent savoir, les voitures et exactement. tout. C'est plus facile, parce que les gestes de la main, ça commence à être... Ouais, ça commence à être désuète. Ouais, c'est ça. Hier, en parlant de ça, il y a quelqu'un qui n'avait pas tous ces accessoires dont tu nous parlais, là. Ouais. Et puis le bus a failli foncer dedans. C'est ça, il a juste levé sa main, mais on ne l'avait pas vu atteindre. C'est ça. Alors que là, vraiment, la voiture qui est derrière peut vraiment voir, c'est clignotant, ça clignote et tout, c'est vraiment drôle. Okay. Et puis, c'est plus simple, tu as les mains sur ton guidon. Okay. C'est un petit bouton que tu peux appuyer facilement avec ton pouce. D'accord. Et ça indique droite ou gauche, et même pour la nuit, ça fait aussi, ça éclaire, ça fait une lumière pour remarquer. D'accord. Après, la petite pochette pour le téléphone portable. Tu mets ton téléphone, vous mettez le GPS sur votre téléphone, il y a une petite pochette que vous pouvez mettre, voilà exactement. Et en plus, en dessous le téléphone, il y a une poche pour mettre, par exemple, portefeuille, une batterie externe si vous voulez brancher votre téléphone. Ok. Et puis en plus, l'écran est tactile, enfin c'est un petit écran pour protéger, c'est-à-dire que s'il pleut, tu peux quand même utiliser ton téléphone, tu peux cliquer l'écran en fait, tu peux quand même appliquer, donc voilà. Alors si vous écoutez le casque avec la musique, vous pouvez changer la musique tranquillement sur votre pochette. Puis on peut mettre le clignotant droit pour se garer. C'est ça, voilà, exactement. Et puis après, je voulais parler aussi des applications GPS pour vélo. Vous savez pas où partir ce week-end, mais vous voulez faire du vélo, tout simple. Vous allez sur les applications gratuites sur plusieurs plateformes de téléchargement sur les téléphones. Ok. Et puis vous pouvez trouver des applications gratuites et vous indiquez juste, aujourd'hui je vais faire 20 km. Ils te proposent des petites balades pour 20 km dans la ville. Donc c'est formidable, c'est-à-dire que le matin vous voulez faire du vélo, mais vous n'avez pas trop d'inspiration. Les gens qui vont en randonnée, ils seront tellement contents. Ouais, c'est ça, ça permet de sortir. Et puis en plus, là, avec les beaux temps qui arrivent, certes, oui, qui arrivent, on est certain, mais ça permet de sortir et puis de profiter des nouvelles balades et puis de ne pas faire les mêmes routes tous les jours.
D'accord, ça dit 5 éléments et tout ça, tu penses qu'on peut les trouver facilement? On les trouve facilement, Ok. et puis c'est à des prix raisonnables. Après, c'est vrai que le casque avec Avec les le rétroviseur ou le Non, le écouteur? rétroviseur, c'est pas très cher, c'est environ 15 $. Ok. Mais le casque avec pour écouter la musique, ça, c'est comme ça vient de sortir il y a peu de temps. D'accord. Ça coûte aux alentours de 250-300 $, malheureusement. Mais d'ici moins de 5 ans, je suis sûr que les prix vont baisser et puis on va trouver d'autres choses pour. Pour améliorer encore. C'est ça, pour les améliorer randonnées, encore. De tout toute ça. façon, ça évolue souvent, donc on a plein de technologies. Qui Après. s'en viennent. OK. Alors, il nous reste juste 30 secondes. Dis-moi, comment ça se passe avec ton stage? Ça se passe bien? Ça se passe très très bien. Je suis très content. Ça me permet de faire plein de choses et puis ça change des classes. Là, j'ai pu faire hier une entrevue, c'était formidable. Et puis aujourd'hui, une nouvelle chronique. La semaine prochaine, nouvelle chronique, une nouvelle entrevue. Super. Ça se passe super. Merci beaucoup, Romain. Alors, on se voit la semaine prochaine. On se la voit la semaine prochaine. Alors, vous avez entendu tout ce qu'il y a comme accessoires de nouveau. Vous pouvez vous les procurer un peu partout. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, je vais laisser ma place à James Mackenzie, un étudiant aussi du Collège La Cité, qui est là ici pour son stage. Il aura l'occasion de vous présenter Hermo, un artiste de la région. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, à Nathan parle, Amina Badar nous propose un super aliment et Marie-Ève Chenet nous parle de sa campagne Vivre ses défis. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je rencontre deux enseignants, Suzanne Lemieux et Mathieu Goyer, les enseignants de l'école Potte-de-Marais qui nous parlent de leur projet Le Carrefour. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis James Mackenzie et je suis en compagnie donc, de Cédric Herman Cadio, plus connu sous le nom de Hermo, donc un rappeur donc, de la région d'Ottawa-Gatineau, mais originaire d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Comment ça t'a mené ici en fait? De base, en fait, j'étais en Côte d'Ivoire et j'ai fait des études pour faire le bac français, en fait, un bac français, un bac ES. J'ai eu tous mes examens, j'ai tout eu en fait. Et après ça, mes parents ont voulu en fait que je continue mes études en France. So, je suis allé en France, précisément à Paris, où j'ai fait l'école MJM Graphic Design en 3D, là où j'ai eu un certificat. Et l'école en fait m'a conseillé de venir au Canada, vu qu'il y a les meilleures écoles de 3D en fait pour terminer mes études. So, c'est comme ça en fait que je suis arrivé au Canada. D'accord. Et j'ai cru comprendre que le rap, ça fait longtemps que c'est dans ta vie, depuis presque tes 11 ans, même plus tôt peut-être. Et qu'est-ce qui t'a donné envie en fait d'être plus sérieux là-dedans, comme vers l'âge de 18-19 ans? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à faire du rap en fait? De base, j'ai commencé le rap avec des potes. On écrivait des textes en classe et des séances freestyle. Et c'est après en fait, des gens m'ont contacté pour me dire ouais, t'as vraiment un talent, faut que tu te mettes à fond. Et c'est à partir de là en fait, et à chaque fois de recevoir le soutien des gens en fait, ça m'a poussé en fait à me donner plus de motivation en fait à faire le rap et ça va. D'accord. Et moi j'ai vu que tu avais sorti un album l'année passée, donc Trap Soul, qui a quand même connu un bon succès. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal de vues sur YouTube. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'était quoi les enjeux en fait de cet album? Comment tu as réussi à le créer en fait, le temps que ça t'a pris?
le travail que ça prend en fait? Parce qu'on a du mal à imaginer quand on n'est pas dans ce milieu en fait. Ouais. Trap Soul, c'est, je l'appelle en fait mon premier bébé en fait, parce que Trap Soul, c'est genre l'album en fait qui a permis aux gens de me découvrir, en fait, de découvrir Hermo. Ça m'a pris énormément de temps, du style 6 mois. D'accord. D'abord, fallait recevoir les beats, imaginer en fait les instrus, trouver les différents flows, les différentes techniques et tout et tout. Et l'écriture en fait c'est passé vite parce que moi j'écris vite en fait. Je passe des nuits en fait à écrire. So, j'ai imaginé en fait plusieurs styles parce que je voulais pas faire un album monotone. J'ai essayé de mixer du R&B, du rap. D'accord. Et puis voilà, et puis ça s'est bien passé. Et donc là pour 2019, donc nouvelle année, nouvelle résolution, donc j'imagine que t'es encore sur un autre projet là, d'après ce que j'ai compris, l'album qui s'appelle Fognoli, c'est ça? Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'avoir appelé comme ça et qu'est-ce que c'est en fait ce terme? Fognoli, c'est un argot ivoirien qui veut dire frimer. D'accord. Et vu que j'aime frimer, ça. D'accord, ok. Il a fait l'album Fognoli en fait. Et voilà, je travaille actuellement sur l'album qui est bientôt terminé, qui va sortir dans pas longtemps. Et j'ai invité plein d'artistes connus en fait de Côte d'Ivoire et en dehors en fait. Il y a 815, Andy S, Imra, Kadja en fait qui sont sur l'album. Et c'est un album de 13 sons. D'accord, ok. Et ça sera encore mieux que Trap Soul. Ah oui, d'accord, ok. Il y a plus de bangers, il y a plus de sons catchy, tout ça. Et donc vous êtes combien à avoir travaillé sur ce projet? On est plusieurs. D'abord, il y a mon réalisateur qui filme tout ce qui est teaser. Il y a mon manager aussi qui travaille pour tout ce qui est featuring. J'ai des beatmakers, OG Roll, j'ai MK sur le track, AK7, Lion Beats qui travaillent avec moi en fait. Dès que j'ai une pensée, eux ils retranscrivent en fait la pensée en fait avec des beats et c'est comme ça qu'on travaille. D'accord, mais c'était quoi le plus gros enjeu en fait? Parce qu'il est terminé ton album là, il est prêt à être. Ouais. Ok, et c'était quoi le plus gros défi que tu as dû surmonter pendant la création de cet album? Le plus gros défi pour moi, c'était de faire mieux en fait que le précédent en fait, parce que c'était un truc qui me stressait. D'accord. Parce que dans la musique, il faut toujours faire mieux, il faut toujours se renouveler, toujours trouver des nouvelles idées en fait. C'était le truc le plus compliqué pour moi en fait, me renouveler. Et j'ai bien réussi ça. Et par rapport à cet album, tout ça, puis il faut quand même de l'inspiration, hein, on va se le dire quand même. Beaucoup, 13 sons là, ça fait beaucoup. Ouais. C'est qui en fait tes inspirations? C'est qui tes rappeurs, tes modèles, ceux qui t'ont emmené vers le rap en fait? Mes modèles, Lil Wayne. Lil Wayne, ok. Lil Wayne, Chief Keef. D'accord. Et voilà, Lil Pump. Ok, beaucoup d'influences américaines et du côté français, j'imagine t'écoutes aussi le rap français. Ouais, hein? du côté français. J'aime aussi le rap français, mais je suis pas vraiment très influencé en fait par le rap français, mais j'aime bien Niska. Niska, d'accord. Ouais, j'aime bien Niska aussi. Et par rapport à ça, est-ce que tu penses que le rap, tu pourrais comment dire, tu penses faire tes études en parallèle? Parce que là j'ai cru comprendre que tu es à la Cité collégiale en animation 3D. Ouais. Mais est-ce que tu penses que le rap va t'amener à gagner de l'argent, à en vivre? Ouais, parce que là en fait c'est un début, mais quand je regarde en fait les streams, ce que les gens achètent les albums, je pense que c'est une longue durée. Si je suis constant, ça peut vraiment devenir quelque chose de grand. Donc je suis focus dessus. Et voilà. Et tout ce qui est par rapport à la promotion, comment tu gères ça? Comment tu fais pour te faire connaître, pour que les gens se disent « Ah ben on va écouter ça, ça a l'air intéressant ». J'ai une technique en fait que moi je fais sortir des snippets en fait de quelques sons de l'album. D'accord. Et des gens ils écoutent en fait et ça te met directement en fait focus sur l'album parce que tu as envie d'écouter, parce qu'il y a des sons qui sont catchy que je mets en fait pour que les gens s'intéressent plus à l'album. Il y a la page Facebook, YouTube, je fais des lives Instagram pour tout le temps spoiler les gens, donner envie d'écouter l'album. Et j'ai pris en fait des gens en fait qui sont vraiment connus en fait dans le milieu du rap en fait, pour pousser la chose en fait, pour que les gens donnent, comment dire, pour que les gens puissent aller vers l'album en fait. C'est comme ça. Ok, et est-ce qu'il y a... c'est toi qui gères ta promotion ou vous avez toute une équipe qui gère ça? Toute une équipe, il y a mon manager. Ok. Il y a mon manager qui gère aussi la promotion. Il y a les beatmakers, en fait toute l'équipe. Toute l'équipe sont... Okay, toute l'équipe en fait. C'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Vous faites ça comme une entreprise vraiment voilà, en fait. C'est ça. Ouais, c'est très intéressant. Et est-ce que tu penses là en ce moment à faire des concerts, peut-être même aller dans un bar, parce que je sais qu'il y a des bars qui proposent ça, qui donnent la chance à des nouveaux artistes de se faire connaître. Est-ce que ça te tenterait de faire des choses comme ça? Ouais, j'ai déjà fait l'opening de Yanissa, une chanteuse française en fait, qui est venue récemment. Et le 21 aussi, je serai en première partie de NASA. D'accord. Si tu connais NASA. Première partie de NASA, ouais. Et voilà. D'accord. Et est-ce que tu penses, tu préférerais que
cette notoriété, tu veux te la bâtir ici, en Outaouais, ou alors essayer d'aller plus à l'international aussi, par exemple, viser la France, viser en fait tout ce qui est francophone aussi, parce que tu rappes en français déjà. Donc... C'est ça, viser tout ce qui est francophone, le Canada, la France, l'Afrique, tout ce qui est francophone en fait. Donc j'imagine tu voyages quand même pas mal. Oui, vu que je fais Côte d'Ivoire, France, Canada, je voyage pas mal, j'ai un peu la culture de chacun des pays en fait. Donc je sais comment ça se passe, quel style de rap on aime dans chacun des pays. Ok. Ouais. Eh ben parfait, donc merci. Donc c'était vraiment un plaisir de connaître ça parce que c'est un milieu qui n'est pas forcément connu pour tout le monde là. Puis c'était vraiment intéressant. Donc après la pause, Claude Andrea reviendra. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Allaitement, pour ou contre? On en parle tout de suite avec l'auteur de l'article sur l'allaitement dans le droit famille, qui a une durée de vie de 3 mois. Parce qu'il est sorti en mars. L'article, pas l'allaitement. Non, pas l'allaitement, c'est tellement clair là. Donc l'article, il court jusqu'à, on va dire, d'ici mai, hein, jusqu'il est encore disponible. Oui. Puis vous avez fait un super bel article sur l'allaitement là. Puis la question, c'était pour ou contre? Moi, je suis déjà pour. D'accord. Et puis, dites-moi un peu pourquoi vous, déjà, c'est un, je ne vais pas dire un dossier, mais un sujet qui vous a touché, sur lequel vous voulez travailler. Alors, moi, je suis chercheure à l'Université du Québec en Outaouais. Et j'ai fait un ensemble d'études pendant une douzaine d'années au niveau de l'allaitement pour mieux comprendre, justement, comment les pères percevaient l'allaitement maternel, comment ils pouvaient réussir à construire une relation avec leur enfant dans un contexte d'allaitement. Est-ce que l'allaitement avait des impacts aussi au niveau de la relation de couple? Entre autres, on a publié des résultats sur la sexualité en contexte d'allaitement. Alors, c'est un sujet que je connais beaucoup. J'ai aussi allaité mes propres enfants et je suis mamie de 2 enfants qui ont été allaités plus d'1 an et demi chacun. Alors, c'est vraiment un sujet que je connais. On dit toujours, hein, et puis on va pas cesser de le dire, c'est bien mieux d'allaiter les bébés, surtout les nourrissons, parce qu'il y a beaucoup plus de nutriments dans le lait maternel et toutes ces affaires-là. Mais il y en a qui n'arrivent pas à le faire. En fait, les avantages de l'allaitement sont connus. Il y a des personnes qui choisissent de ne pas le faire parce qu'il existe encore des malaises par rapport à l'allaitement. C'est pas quelque chose qui est dans leur histoire familiale, donc ils n'ont pas eu de modèle de l'allaitement. Mais en fait, ne pas réussir à allaiter, c'est plus lorsqu'on rencontre des difficultés après, puis qu'on n'a pas de l'aide. Parce qu'en fait, toutes les femmes, qu'on ait des petits seins, des gros seins, on est capable d'allaiter. Ça peut être plus difficile pour des femmes qui ont eu des réductions mammaires, parce qu'à ce moment-là, les canaux lactifères sont coupés ou peuvent ne pas avoir été préservés. Mais en théorie, toutes les femmes sont capables de produire du lait et la production de lait, c'est une question d'offre et de demande. Donc, plus je mets le bébé au lait, au sein, plus je produis du lait. Les femmes sont capables d'allaiter des jumeaux. Ils produisent suffisamment de lait pour 2 bébés.
Alors, la croyance populaire qui est souvent de dire « j'ai pas assez de lait », c'est beaucoup plus de l'anxiété que les parents ont parce qu'on peut pas le mesurer. Si je mets du lait dans un biberon, je peux voir exactement la quantité de lait que j'ai mis, je peux voir exactement la quantité que le bébé a pris. Lorsque je donne le sein au bébé, je dois me fier à examiner mon bébé puis voir est-ce qu'il a l'air repu, est-ce qu'il a l'air satisfait, est-ce qu'il dort entre les boires. Alors, il y a des choses qui sont propres au caractère du bébé qui peuvent faire que le bébé ne dort pas et ça n'a pas nécessairement rapport avec l'allaitement. C'est pour ça que une fausse croyance de croire que... Tout à fait. Et c'est pour ça que dans les dernières années, on a des consultantes en lactation qui sont disponibles pour venir aider les mamans ainsi que l'infirmière du CLSC pour venir à la maison et voir exactement comment ça se passe, l'allaitement. Parce que des fois, ça peut être tout simplement une question de quand je mets le bébé au sein, puis je lui donne juste le bout de mon mamelon, mais il n'y a pas accès à une grande prise sur le mamelon pour vraiment avoir une tétée qui est efficace. C'est qu'ils doivent normalement avoir comme... Et vraiment avoir tout le mamelon dans la bouche autant que possible. Merci. Et effectivement, alors s'il prend juste le bout du mamelon, ça fait mal. Fait que ça devient très inconfortable pour la mère, puis le bébé en a pas assez parce qu'il n'y a pas assez d'accès au canot. Donc, il faut vraiment avoir une bonne prise du mamelon, une bonne position. Puis des fois, c'est des petites corrections que le spécialiste peut faire qui vont faire en sorte que, oups, les problèmes vont se régler en dedans de 24-48 heures. D'accord. Puis est-ce qu'il y a déjà même pour le... On a parlé de la position, on a parlé aussi du mamelon. J'ai une amie qui, quand elle a commencé, c'était son premier bébé, elle me disait à chaque fois qu'elle avait mal. Peut-être que c'est comme vous l'avez dit, la position. Et du coup, elle a arrêté carrément l'allaitement. Oui, mais c'est sûr qu'il peut avoir une sensibilité au début. Moi, je me souviens de mes premières fois d'allaiter, puis tu as l'impression que le bébé vient te chercher le lait jusqu'aux orteils, les premiers bois. Puis ça fait vraiment des frissons. Mais ça passe. Ça passe, c'est vraiment quelque chose qui passe. C'est comme au début, les femmes vont être mal à l'aise puis qu'ils vont dire, bien, je suis toujours en train de mouiller mon T-shirt, j'ai le réflexe d'éjection du lait à toutes les 2 heures, même si le bébé n'a pas soif. Est-ce que ça va être comme ça pendant 8 mois ou 6 mois si j'allaite tout ce temps-là? Et non, ça passe. Alors, à un moment donné, l'offre et la demande s'ajustent aux besoins du bébé. Puis c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on produit exactement la quantité de lait que notre bébé a besoin. Et plus le bébé grandit, plus la quantité, les nutriments dans le lait évoluent. Alors, si le bébé est né prématurément, par exemple, le lait va être ajusté pour un bébé prématuré. Et lorsque le bébé grandit, le lait devient de plus en plus riche que le bébé est capable de tolérer ce lait-là. Ce lait-là, OK. Est-ce qu'il y a des moyens de voir si notre lait, il est, je vais pas dire, il est bon? Parce que souvent, j'ai vu un documentaire où est-ce qu'il était beaucoup plus clair. Et puis l'autre sein, c'était beaucoup plus foncé, comme le lait, c'était vraiment... En fait, il va être plus clair au début parce qu'il va y avoir plus d'eau dedans pour aider le bébé à s'hydrater puis à satisfaire sa soif. Et plus le bébé boit longtemps, plus il va chercher ce qu'on appelle un peu la crème du lait. Donc, c'est aussi important quand on le met au sein qu'il y ait une certaine durée à l'allaitement. Mais en même temps, un bébé qui tète bien peut aller chercher ce dont il a besoin en 5-7 minutes. Alors, il n'y a pas besoin d'allaiter très longtemps. L'allaitement, c'est un apprentissage. Hein? Puis quand on parle, souvent, les gens ont la fausse croyance, disent, l'allaitement, c'est naturel, donc je devrais savoir tout de suite quoi faire. On a parlé de la position, par exemple. Si ça ne marche pas tout de suite, c'est parce que je ne suis pas bonne pour allaiter. Mais dans l'allaitement, il faut que la mère apprenne comment faire, il faut que le bébé apprenne comment faire. Puis un petit bébé qui naît, quand il commence à téter, il faut qu'il apprenne à téter, avaler, puis respirer en même temps. Il y a des choses à apprendre lui aussi. Fait qu'il y a toute une coordination. Alors, c'est un peu comme quand on allait en vélo. Au début, les premières fois qu'on était allé en vélo, quand on était enfant, on tombait, on se relevait. On a eu peur quand nos parents ont enlevé les petits trous. On n'était pas certain qu'on était capable. Puis même des fois, les petits trous étaient même plus à terre. Mais psychologiquement, on pensait qu'elles étaient encore là. Alors, il faut se donner du temps pour apprendre, pour l'allaitement. Et souvent, quand on a vu avec des études qu'on a fait avec des pères d'origine maghrébine, entre autres, pour eux, les difficultés qu'on pouvait rencontrer au niveau de l'apprentissage de l'allaitement, ça faisait partie de l'allaitement. Fait qu'ils ne voyaient pas ça comme des problèmes. Puis quand on les interrogeait, ils nous disaient, l'allaitement était tellement facile, ça a tellement bien été. Puis là, on se disait, écoute, c'est quoi leur truc? T'sais? Pourquoi ils n'ont jamais de gerçure ou qu'ils n'ont jamais... Puis là, ils disaient, oui, il y en a eu, mais c'est normal, il faut apprendre. Alors, c'est vraiment notre attitude nord-américaine où on a perdu cette culture-là de l'allaitement qui fait qu'on s'attend tout de suite, je mets le bébé au sein tout de suite après la naissance, puis tout de suite, il va savoir comment faire. Mais il y a des bébés, oui.
Il y a des bébés que oui, ça va se passer comme ça. C'est instinctif, mais je pense que... Pour certains, mais il y en a d'autres, si le travail a été long, si le bébé est endormi, si la mère est fatiguée, que ça ne va pas se passer nécessairement si magiquement que ça. Mais avec de l'aide, ça peut se reprendre. Et ce qu'on voit, je lisais une étude encore la semaine dernière, c'est que lorsque l'accouchement ne s'est pas déroulé tout à fait comme on voulait, ou que la grossesse a été plus difficile qu'on pensait, bien, si l'allaitement va bien, c'est aussi un réconfort pour la mère et le couple de se dire, bien, il y a quelque chose qui nous répare. C'est ça, qui nous répare par rapport à notre expérience de maternité. On a parlé du couple et puis vous avez parlé aussi de la place du père. Qu'est-ce qu'il fait là, le papa? Bien, vous saurez qu'aujourd'hui, les pères sont très informés par rapport aux bienfaits de l'allaitement et ils sont aussi décisifs dans cette décision-là. Il y a des femmes, par exemple, qui ne sont pas tout à fait prêtes à allaiter et que le conjoint va être très persuasif et vouloir vraiment que ce soit une décision qui soit prise. Alors, il aime ça être impliqué dans la décision. Puis, une fois que la décision elle est prise, les études ont démontré que plus le père s'implique, plus l'allaitement va durer longtemps. Et cette implication-là, elle peut être de toutes sortes de façons. Elle peut être pratico-pratique, d'aider la mère justement à trouver la position. Puis pouvoir dire, bien, regarde, je pense que d'après ce que l'infirmière nous a indiqué, le bébé, il n'est pas assez proche. Il faudrait que tu rapproches ses jambes, rapproches sa tête. Il faudrait que tu le prennes un peu différemment. Alors, le père, il est un témoin, puis il peut aussi soutenir la mère de cette manière-là. Il peut la soutenir en lui disant, il faudrait que tu boives de l'eau. C'est important de boire beaucoup au début de l'allaitement pour aider à produire le lait, l'aider à se positionner avec le coussin, lui donner des moments de répit pour qu'elle puisse dormir puis se reposer parce que quand on est plus fatigué, oui, la production de lait va baisser. Donc, de dire, je vais partir avec le bébé, je vais aller prendre une marche, je vais le mettre en peau à peau, en portage, et d'avoir lui aussi ces moments-là tout seul avec le bébé, puis avoir le moment de tisser sa propre relation. C'est tellement vrai, là. Prendre la responsabilité de donner le bain au bébé, puis la maman, elle peut se détendre, puis lire une revue pendant 15 minutes, puis juste penser à autre chose. Alors, tout ça, c'est vraiment faire équipe autour de l'allaitement, puis autour du bébé, qui assure aussi le succès de l'allaitement. On ne devrait pas aussi oublier, on a parlé d'eau, il faut beaucoup s'hydrater, mais aussi l'alimentation. L'alimentation, exactement. Le père peut aider à préparer des repas, peut aider au niveau de l'entretien, il peut filtrer la visite aussi. Parce que dans les premiers jours, tout le monde veut venir voir le bébé, mais là, ce qu'on se retrouve, c'est qu'on a un couple qui est fatigué, qui n'est pas habitué à des rythmes où on s'est réveillé aux 2, 3, 4 heures durant la nuit et qui reçoivent de la visite toute la journée. 4 fois même dans la journée. Puis c'est ça, donc, ce qui arrive, qu'il n'y a plus de temps pour se reposer. Les premiers jours, il faut vraiment, le bébé dort, on dort. Et on fait ça, puis après ça, on retrouve notre énergie, puis on retrouve aussi un mode de fonctionnement. Puis l'autre croyance qui est fausse ici, c'est de penser que si je donne un biberon de lait artificiel au bébé de formule, il va dormir ses nuits. Bien, ma propre fille, à 13 jours, elle faisait ses nuits, puis elle était allaitée. À 13 jours? À 2 mois, elle faisait des 12 heures la nuit. Oh, elle est gentille. Alors, oui, elle est gentille. Mais c'était son rythme de sommeil. Donc, c'est aussi une fausse croyance. Il y a le rythme de sommeil du bébé. Alors, tu as des bébés allaités qui dorment, tu en as qui ne dorment pas, puis tu as des bébés qui sont nourris avec une formule qui dorment, mais tu en as qui ne dorment pas. Franchement. C'est le caractère. Ce qui est excellent dans votre article, c'est qu'en plus de parler des bienfaits de l'allaitement, de l'implication du père, il y a aussi, vous donnez aussi des astuces ou on va dire des indications pour ceux qui veulent donner le biberon, qui ne sont pas dans la possibilité aussi d'allaiter. Hein. Mais c'est ça, tu sais, j'ai des amis qui m'ont dit que ça m'a pris 3 enfants pour être confortable à donner le sein à mon bébé parce qu'il y avait quelque chose de donner mon corps à mon enfant qui fait que j'étais pas confortable. Les femmes qui ont vécu des abus physiques, de la violence, peuvent aussi retrouver que faire toucher leur sein par un enfant, c'est pas quelque chose avec lequel ils sont confortables. Alors, c'est important de pas les stigmatiser, d'accueillir cette décision-là. Ça peut ne pas être la nôtre. T'sais, moi, j'ai choisi d'allaiter. Alors donc, mais c'est correct. C'est comme l'important, c'est d'avoir un bon lien avec son enfant puis d'être heureux aussi avec. Oui, l'allaitement apporte plein de bonnes choses à l'enfant, mais c'est pas comme si on le nourrissait de Big Mac, là, tout le reste de sa vie. Et l'amour qu'on lui apporte, c'est ça qui est le fil conducteur aussi. Fait que si on allaite, puis qu'on pleure tout le long, puis qu'on n'a aucun plaisir là-dedans, bien, il faut regarder des alternatives, puis peut-être se dire que le prochain enfant, bien, on le laissera, puis ça sera peut-être différent.
Merci beaucoup. C'est tellement extraordinaire ce que vous avez fait. Et puis moi, je vais inviter le monde à la maison. Si vous ne l'avez pas encore, n'oubliez pas qu'il est dans vos kiosques à journaux. Vous pouvez encore vous le procurer. Après la pause, on va parler avec un représentant de Bibliothèque Archives Canada qui va nous parler de comment eux, ils préservent des articles qui sont plus vieux que moi, là. Plus de 500 ans, là. Donc, regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Mais je ne trouve jamais les bons mots. Car j'ai tant de choses à dire, mais elles vont détruire ton ego. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas d'histoire que je peux aimer. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas m'en empêcher. Mais y'a pas d'histoire que je peux triper. Toi, oh y'a pas juste toi. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, il y a des articles qui sont bien conservés à Bibliothèque et Archives Canada. Et puis, c'est pas celui qu'on connaît sur Wellington, là, c'est comme à Gatineau, le centre de préservation. Hein. Exactement, le centre de préservation de Gatineau, de Bibliothèque et Archives Canada. Et puis, j'ai fait festival là-bas, on a parlé de préservation, plein d'affaires, mais vous êtes dans une autre section, hein, préservation préventive. Conservation préventive. Conservation préventive. Donc oui, c'est ça. Donc je suis gestionnaire de collection pour Bibliothèque Archives Canada. Gestionnaire de collection dépendant des institutions, ça va varier. Il y en a pour certains qui vont faire plus du travail administratif. Nous, on s'occupe vraiment de la conservation préventive. Donc contrairement, par exemple, aux restaurateurs, conservateurs-restaurateurs qui vont faire des traitements directs sur l'objet, nous, on essaie de ne pas se rendre à faire un traitement. Donc on essaie de préserver le document dans la condition dans laquelle on l'a reçu ou dans la meilleure condition et d'éviter les dommages futurs. Donc, notre mandat à BAC, c'est de préserver les collections pour 500 ans. Donc, pour les rendre, on veut s'assurer qu'ils soient encore accessibles dans 500 ans. Donc, pour ça, on a différentes mesures. Par exemple, on va prendre des lectures environnementales. On va s'assurer que les objets sont entreposés dans des bonnes conditions pour ralentir les possibles détériorations et éviter aussi les dommages potentiels. On va encadrer aussi les consultations. On va approuver les prêts pour exposition parce que BAC et Bibliothèque Archives Canada, c'est le plus grand prêteur d'objets au Canada pour des expositions. Je pense que l'idéal, ce serait de même pas prêter parce qu'on ne sait pas dans les mains de qui ça va tomber là-bas. Ben non. Quand on prête des objets pour des expositions dans les musées, il y a quand même un processus. Donc, c'est sûr, on essaie toujours d'encadrer l'accès. Pour moi, ne pas permettre de ne pas prêter ou ne pas permettre l'accès est un peu... c'est un peu trop strict, en fait. C'est trop strict parce que, dans le fond, ça sert à rien de préserver des collections si jamais personne n'y a accès. Exactement. Donc, nous, le but, c'est de balancer les deux. Donc, on va permettre des prêts. Quand j'ai une demande de prêt pour exposition, donc, je vais vérifier, je vais analyser les données. Donc, le musée ou le demandeur nous envoie une fiche qu'on appelle un rapport du musée, donc un Facilities Report, comme on dit en anglais. Puis là, dans ce fond, ça inclut toutes les données sur la structure du bâtiment,
quel type de matériaux ils ont utilisé, qui a accès aux collections, par exemple les lectures environnementales aussi qu'ils ont fait dans leur musée pour voir. Et là, nous, on va analyser ces données-là et on va dire selon aussi l'objet. Donc, les restauratrices, conservatrices vont analyser l'objet. Ils vont dire, bon, il est fragile de telle façon. Il ne faudrait pas qu'il soit exposé trop à la lumière. Okay. Et là, selon les données du musée et les données de l'objet, là, on va pouvoir dire, oui, il peut être exposé, mais à certaines conditions. Donc, nous, notre but, c'est de permettre aux gens d'avoir accès aux collections, mais d'encadrer et d'assurer la préservation pendant qu'on le fait. Ouais. On ne veut pas seulement que nos objets se ramassent dans les grands musées qui ont les conditions parfaites. Donc, des fois, il faut être un petit peu plus créatif avec quand on permet les consultations, parce qu'on veut aussi que les petits musées aient accès, et de plus en plus, on a des demandes. Des petits musées? Ou de petits musées, mais aussi d'institutions qui ne sont pas nécessairement des musées. Donc, par exemple, des bibliothèques publiques ou des centres communautaires qui vont vouloir avoir accès aux documents pour un événement ou parce qu'ils veulent aussi montrer les collections, ils veulent aussi attirer du public. Donc, on essaye de vraiment donner accès à toute la collection, à tous les gens qui peuvent y avoir. Et une façon de le faire, c'est avec le gel de silice. Donc, OK. Alors ça, c'est comment vous travaillez. Moi, j'aimerais qu'on reste un peu dans tout ce processus-là. Déjà, pour la demande, vous recevez le document de peu importe le musée que c'est. Ensuite, vous voyez avec les restaurateurs si le document, il est bon pour sortir ou pas. Exactement. Et puis, imaginons que le document, il soit en bon état, mais qu'il faut des applications spécifiques sur ça. Est-ce que vous en allez avec les documents dans le musée pour l'exposer comme vous voulez? Non. Donc, nous, on va faire... moi, je vais donner les conditions, je vais approuver le prêt. Et selon ce que le musée veut, parce que le musée aussi, ils vont choisir, par exemple, la couleur des cadres, ils veulent que ça fitte avec le reste des objets. Donc, ils vont peut-être emprunter 3-4 objets à Bibliothèque Archives Canada, mais ils vont exposer aussi une partie de leur collection si c'est un musée. Donc, ils veulent que ça fonctionne avec le reste de l'ensemble. Donc, c'est un travail. Les restauratrices, on a une équipe qui vont mettre en cadre les objets. Elles sont extraordinaires, on les a reçues, là, oui. Elles sont vraiment géniales. S'il y a des traitements qui sont à faire aussi, ça dépend de l'échéance qu'on a. Donc, des fois, on reçoit des demandes, c'est pour 1 an, donc on a le temps de stabiliser l'objet. Donc, de faire des réparations s'il y a des déchirures, par exemple, ou de faire le traitement. Et une fois que c'est envoyé là-bas, bien, on envoie un guide où on travaille avec le musée. Donc, le musée va souvent installer les objets, mais s'il y a quelque chose de plus spécifique, bien, les conservatrices, restauratrices vont envoyer un guide ou une marche à suivre. D'accord. On a parlé de réparation et moi, j'aimerais bien voir, parce qu'on a des photos, comment ça fonctionne. Donc, on va prendre la pause, oui? Ah oui, si vous voulez. OK. Donc, à notre retour, on va voir un peu comment ils travaillent là-bas au Centre de préservation de Gatineau de Bibliothèque et Archives Canada. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Rester accroché à ce qui ne m'appartient pas, ce qui n'existe pas. J'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal. Et trouver ça normal. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça, toi tu veux juste ça sous les draps. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, ça fait 8 mois qu'on est là, amis la nuit, pas plus que ça. Plus que ça. Même si on me dit un auto, même si on me dit un auto, moi je te dis que je veux plus que ça, toi tu veux juste être sous les draps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de préservation à Bibliothèque et Archives Canada. Et puis on parlait
des documents que vous recevez et du traitement que vous leur donnez. Comment ça commence déjà? Donc, on va recevoir une demande d'exposition d'un musée. Et là, tout se met en chaîne. On va avoir une sélection qui va être faite. Les objets vont être examinés. On va examiner le rapport du musée. Okay. On va prendre une décision. Et si le prêt est approuvé, ben là, on va faire le traitement, la préparation pour l'expo. Donc, la mise en cadre, si ça doit être mis. Je pense qu'on a une première image qui a un rapport avec l'humidité. Comment vous gérez ça? Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on va collecter pour s'assurer que l'humidité et la température sont stables. Okay. Ce qu'on essaye d'avoir, c'est le moins de fluctuations possible. Donc, ce qu'on voudrait, c'est 2 lignes droites. Le rouge, c'est la température, le bleu, c'est l'humidité. Et là, c'est un exemple des lectures environnementales qui sont prises, comme je disais, dans un milieu qui n'était pas un musée. Okay. Donc, c'est le type de problème qu'on va rencontrer, c'est comment permettre le prêt si tous les autres éléments sont corrects pour ce musée-là. À part ça, quoi faire, et souvent on va utiliser justement, comme je disais, le gel de silice pour essayer de stabiliser l'environnement dans lequel on envoie l'objet. Donc ça, c'est vraiment une image d'un musée, là? Oui, d'un endroit où on a eu une demande d'exposer là, et on a envoyé les documents à cet endroit-là, même si c'était non conforme ou non idéal, le côté environnement. C'est pour ça que j'ai demandé dans le premier bloc, là, comment est-ce que vous gérez lorsque vous n'êtes pas tellement sûr de l'endroit, mais vous envoyez quelqu'un qui va expliquer un peu le processus. Oui, on peut aller faire des visites avant d'être exposé pour aller faire des lectures justement environnementales. Donc, on va installer nos petits des machines qu'on appelle des data loggers. OK, moi j'aurais dit thermomètre là, mais c'est la même chose. Donc, c'est ce qu'on voit ici, par exemple. C'est deux exemples donc, on a un qui est plus mécanique avec des flèches. Donc, oui, il y a un côté thermomètre, mais il y a aussi un côté qui mesure l'humidité relative. Et l'autre en format plus numérique, un petit peu plus à la fine pointe de la technologie. Aussi, la même chose, il y a la température et l'humidité qui est affichée dessus. Ça nous donne les bonnes affaires? Ça donne exactement ce qu'il est à l'endroit où il est placé. Et l'avantage avec celui qui est numérique, c'est que ça enregistre aussi. Donc, on peut avoir pour un an des variations, par exemple, aux 30 minutes, aux 15 minutes. Celui qui est mécanique, lui, nous permet d'avoir une lecture sur le temps, mais ça n'enregistre pas, malheureusement. D'accord. Prochaine image. Oui, donc ça, c'est des différents types de gel de silice. Comme je disais, le gel de silice, c'est quelque chose qu'on essaye de stabiliser, qu'on utilise pour stabiliser l'environnement. Est-ce que je pourrais poser une question? C'est pas ce genre d'affaires qu'on trouve dans les sacs et les chaussures? Exactement. Donc, c'est le genre de produit que les gens connaissent sans vraiment le savoir. C'est des petites billes. Donc, peu importe l'emballage, c'est toutes des petites billes... Toxiques en plus. C'est ça qu'on me disait quand j'étais petite. Oui, il faut pas l'avaler. C'est sûr que c'est pas fait, mais c'est pas toxique nécessairement le manipuler par les mains. C'est pour ça qu'on en trouve aussi dans les boîtes de pilules. Il y a des petits sachets de gel de silice. Et c'est un produit qui est utilisé depuis les premières guerres mondiales, qui était utilisé par l'armée pour garder les objets au sec. Donc, c'est fascinant, cet objet-là, ce produit-là, dans le fond, on peut décider de l'amener, de le conditionner à une humidité spécifique. Donc, si on veut, par exemple, que nos documents soient à 50 d'humidité, on va conditionner le gel de silice et à ce moment-là, on va le mettre dans la vitrine où l'objet est exposé ou à l'intérieur du cadre. Et pour avoir justement 2 lignes droites, quand on voyait la lecture environnementale, on va avoir 2 lignes droites et ça va permettre d'enlever, de minimiser les dommages possibles. Comment on le conditionne, le gel de silice? Donc, on a des machines à bac où c'est une grosse étuveuse. En anglais, on l'appelle humidifying chamber. Et à ce moment-là, on peut l'utiliser pour programmer l'humidité qu'on veut. Et là, on le laisse pendant une certaine période et le gel de silice va toujours essayer de revenir à ce point-là. Donc, si c'est trop humide, il va absorber l'excédent d'humidité. Si c'est trop sec, il va relâcher de l'humidité. Et à ce moment-là, tout va rester stable. Puis, est-ce que sa durée de vie au gel de silice, c'est combien de temps? C'est bon à vie. C'est bon à vie. C'est ce qui est génial. Donc, on peut toujours le reconditionner, même à la maison. Le recycler. Donc, même à la maison, si vous avez des choses que, par exemple, de l'argenterie, que vous voulez garder plus au sec, vous pouvez mettre ça dans un cabinet avec un petit sachet de gel de silice et ça va le garder au sec et ça va empêcher, par exemple, qu'il ternisse. Wow! OK. Prochaine image. Oui, donc ça, c'est la machine qu'on utilise justement. Donc, vous voyez les sacs de gel de silice et on programme la machine pour l'humidité qu'on veut selon l'objet.
D'accord. Et cette image? Donc ça, c'est quand on ne peut pas conditionner. Donc quand on a des objets 2D, par exemple des feuilles de papier, de l'art sur papier, des aquarelles, des choses comme ça, on va l'encadrer, on va mettre une feuille. Donc le jet de silice vient en bille, mais il est aussi disponible sous forme de feuille. Donc on va juste rajouter une feuille, on va tout sceller ça. Comme vous voyez, il y a du... comme c'est fait comme dans un cadre. C'est comme un cadre et tout est scellé. Il y a une espèce d'adhésif métallique sur le bord. Et donc ça, on va le cacher avec un cadre éventuellement, mais tout est scellé, donc l'environnement extérieur ne peut pas pénétrer. Et à ce moment-là, ça nous permet d'avoir un environnement vraiment stable pour cet objet-là particulièrement. Et ça nous permet d'exposer des objets qui ont besoin d'environnements différents aussi. Donc, par exemple, le métal et le papier ont besoin d'environnements différents. Donc, on peut les amener tous dans la même pièce et avoir une exposition qui est vraiment intéressante à ce moment-là. Wow! Dernière image. Et oui, bon, c'est comme je disais, ça a été utilisé depuis la Première Guerre mondiale. Okay. Donc ça, c'est Madame Bernice Carr Harris, qui était inspectrice pendant la Deuxième Guerre mondiale à Londres. Et elle place, en ce moment, ce qu'on voit, c'est qu'elle place des sacs de gel de silice dans un appareil de communication pour empêcher qu'il rouille et pour qu'il fonctionne encore pendant le temps de guerre. Donc ça fait quand même longtemps qu'on connaît ce produit et qu'on l'utilise pour préserver les objets. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi. J'aimerais bien qu'on se revoie. Est-ce que c'est possible? Parce que là, on n'a pas parlé des défis. Il y avait tellement de défis chez vous, là. Bien, il y a toujours des défis en préservation, mais on garde ça pour une prochaine fois? On peut bien. Super, alors. Alors, si vous voulez plus d'informations, n'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.bac-lac.gc.ca pour avoir plus d'informations. Juste après la pause, on vous parle d'un festival de théâtre qui est fait par et pour les étudiants francophones. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. se disent les vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le goût de s'aimer. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, le festival Théâtre Action en milieu scolaire. On en parle avec la marraine qui est avec nous, qui a beaucoup de choses à préparer parce qu'il y a au moins 350 élèves qui viennent pour ce festival. Hein? Oui, à chaque année, on a des belles inscriptions. En fait, c'est un festival qui se déroule annuellement. Une année à Ottawa, une année à Sudbury. Puis cette année, on va être à Sudbury. On a la chance d'être accueillis par l'Université Laurentienne. D'accord. Puis c'est ça, moi, c'est ma deuxième année où je suis la marraine du festival, encore avec mon beau-parrain, Pierre Simpson. Puis c'est vraiment une très, très belle expérience. Avant, dans le passé, j'ai été formatrice, je pense que depuis 2008 ou 2009 que je suis impliquée dans le festival Théâtre Action. Deuxième édition, je pense, cette année. Oui, mais j'étais pas là au début. Oui, oui, parce que ça fait beaucoup. Juste pour dire combien de fois c'est long et que les gens sont engagés, bien, les jeunes surtout. Oui, puis on voit beaucoup de personnes qui sont maintenant dans le milieu théâtral professionnel qui disent « Ah oui, oui, j'ai été dans le festival Théâtre Action ». Donc, ça sert vraiment de tremplin pour des gens qui aimeraient faire ça dans la vie. D'accord. Et puis vous êtes quoi de formation? Vous êtes metteur en scène ou qu'est-ce que vous faites? Ça, oui. Moi, j'ai un bac en théâtre de l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai une compagnie de théâtre ici à Ottawa, le Théâtre Belvédère. Je suis metteur en scène, comédienne. Est-ce que c'est
accessible à tous les âges ou c'est vraiment vous fixez un âge pour ça? C'est les plus vieux des écoles. On est en train d'essayer de trouver des formules pour inclure les plus jeunes des écoles secondaires, de l'intermédiaire, je pense, mais je suis pas encore certaine comment on va s'y prendre. D'accord. Et dites-moi un peu comment ça se passe, ce festival? Ben, il y a beaucoup de gens qui travaillent longtemps et très fort avant que ça commence. Oui, c'est une grosse organisation. Donc, les élèves, en fait, commencent à travailler des fois. En fait, les élèves peuvent venir présenter ou peuvent venir seulement assister. Il y a la chance de faire les deux parce que pendant la fin de la semaine, les élèves vont voir des pièces de théâtre présentées par des élèves, mais aussi assistent à des ateliers donnés par des professionnels. Wow. Ils peuvent avoir accès à jeux comiques. Cette année, on a des nouveaux ateliers comédie musicale, gestion du stress en situation de performance. Il y a des ateliers d'impro, tout ça. Il y en a même pour les profs, des ateliers qui sont donnés. Donc, les accompagnateurs qui vont venir aussi auront... Oui, ils sont gâtés. C'est ce que j'allais dire, j'avais ouais. Mais donc, c'est ça. Donc, tous les élèves participent à ça, mais il y a certaines écoles qui décident de présenter. Puis là, ils peuvent présenter une pièce qui a déjà été écrite ou ils peuvent décider de faire une création, donc d'écrire eux-mêmes leur pièce de théâtre. Des fois, il y a certaines écoles, les troupes qui se prennent 2 ans d'avance pour commencer à écrire le texte, puis le travailler, puis tout ça pour l'amener. Ils sont même pas en rapport avec vous déjà pour le festival. C'est d'eux-mêmes qui travaillent ça, là, les textes et tout ça. Mais ils savent que c'est pour le festival, puis Théâtre Action fournit aussi de l'aide sur le plan dramaturgique. Donc, il y a des professionnels qui peuvent aller dans les écoles pour aider à travailler le texte, puis ils peuvent aussi demander de l'aide pour travailler la mise en scène, pour travailler le jeu. S'il y a du masque, on peut aller les aider aussi. Donc, c'est ça, ils peuvent présenter ça devant les jeunes. Donc, imaginez toutes les écoles qui arrivent avec leur décor, leur costume. Là, ils ont toute leur période technique, et puis, donc c'est ça. Il y a du stress, il y a de l'énergie, il y a de l'enthousiasme. C'est vraiment une période très, très excitante. Puis c'est un festival, tout le monde est gagnant, en fait. C'est pas comme si on présentait quelque chose pour obtenir un prix. Non, tout le monde a du fun. Oui, tout le monde a du plaisir, puis tout le monde est reconnu pour les éléments pour lesquels ils se démarquent. Donc, on souligne toujours, il y a des gens qui regardent le spectacle puis qui font une rétroaction après. On a toujours une discussion après les spectacles, puis c'est sûr que là, on va souligner les bons coups du spectacle. Les élèves vont pouvoir poser des questions aussi, mais les rétroacteurs vont pouvoir aussi ensuite aider l'école. Tu sais, disons qu'on a vu, regardez, ça, vous aviez ça de spécial dans votre pièce, bien, vous pourriez vous améliorer en faisant ci, ça. Donc, les troupes, tu sais, les professeurs, ils sont là depuis plusieurs années. Donc, les troupes s'améliorent d'année en année. On voit de la grande qualité là, au niveau de ce que les élèves présentent. Puis quelqu'un qui dirait que la jeunesse ne s'intéresse pas au théâtre, c'est faux, hein? Ben, c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux. Et puis, c'est pas seulement du théâtre classique qu'ils vont présenter, c'est libre à eux de choisir... Oui, en fait, c'est plutôt rare qu'on a du théâtre classique. On a des beaux classiques franco-ontariens, souvent, mais on a beaucoup, beaucoup de créations. Donc, nous, comme adultes qui voyons le festival, c'est intéressant parce qu'on apprend plus sur les enjeux qui animent les jeunes. On a des pièces sur l'intimidation. On a des pièces sur... je pense qu'on en a eu sur de la consommation. C'est sûr que les jeunes s'intéressent aux problèmes puis aux manières de les régler. On a leur vision sur les choses. C'est super intéressant. Donc, ils s'inspirent vraiment de l'actualité. Et vous, ça vous aide après, là? Oui, à mieux comprendre les jeunes et tout ça. Et puis, quand vous les recevez pour les festivals, dépendamment du spectacle qu'ils vont vous présenter, disons qu'ils vous présentent un spectacle, puis on a parlé de la rétroaction. Après la rétroaction, est-ce qu'il y a un suivi des formateurs? Un petit suivi? Pas les formateurs, mais le rétroacteur va faire un document écrit qui va être transmis à l'école. Donc, ensuite, il va avoir les mêmes pistes qui ont été traitées pendant la rétroaction, mais souvent encore plus que le prof va pouvoir transmettre à ses élèves. Et puis, vous avez parlé aussi de discussion. Est-ce que c'est les élèves qui sont au centre de la discussion par rapport à tous les enjeux ou même les accompagnateurs, puisque eux aussi, ils ont la chance de voir tout ce qui se passe là-bas? Généralement, c'est les jeunes. C'est un festival pour et par les jeunes. Donc, c'est Pierre, le parrain, et moi et la directrice artistique, Marie-Ève Fortier, qui allons animer les discussions après les spectacles. Donc, nous, on assiste, puis ensuite, on pose des questions à l'équipe, puis ensuite, on ouvre la discussion aux gens qui sont venus assister. C'est toujours des périodes extraordinaires. Les jeunes ont des questions intelligentes, respectueuses. Ils sont vraiment merveilleux. Quel genre de questions vous a plus choqué qui venant d'un jeune?
Hop, j'ai rien eu qui a choqué. Je vous dis, ils sont... Du coup, peut-être qu'il vous a allumé. Pas choqué, mais allumé. Des fois, ils posent des questions sur le processus de création qui sont... ça paraît qu'ils ont de l'expérience. C'est jeune, là? Oui. Il n'y a rien qui me vient en tête, mais je sais que l'année passée, à plusieurs reprises, j'ai fait... Ouh, lui, il est pas à sa première pièce de théâtre. Okay. Il a vu, par exemple... votre pièce de théâtre allie des éléments de comique au dramatique. Comment vous avez fait pour que les deux éléments se collent ensemble? On peut avoir ce genre de questions-là. C'est extraordinaire. Et puis, vous avez dit que... C'est quand les dates? J'ai pas retenu les dates. C'est du 25 au 27 avril à Sudbury. Donc, pour ceux qui y seront, vous êtes les bienvenus. Les inscriptions sont déjà bouclées, comme on a dit. Oui, parce que nous, il faut qu'on s'organise, les hôtels, la nourriture, tout ça, il faut qu'on sache on a combien de personnes. Et puis, vous m'avez dit tantôt que vous n'étiez pas trop sûr par rapport à la logistique, puisque vous êtes vraiment focus sur le festival. Mais combien de bus vous pensez que ça prend pour apporter tout ce monde-là? Parce que vous allez plus tôt, hein, je pense. Nous, oui, l'équipe, on arrive un petit peu plus tôt. Nous, on y va avec des voitures, dépendant des équipes. Les écoles, je sais pas, ça doit être entre 1 et 2 bus par école, mais il y a certaines écoles qui envoient une toute petite délégation. J'en ai vu qui arrivaient en minivan aussi. OK, avec les écoles, oui. Oui, donc je saurais pas dire exactement. Ben c'est vraiment extraordinaire ce que vous faites là. Et puis, qu'est-ce que j'ai une dernière question à vous poser. J'étais juste en train de réfléchir et du coup, ça m'échappe. Mais ce qui est sûr, je veux juste vous dire merci pour ce que vous faites pour eux, là-bas. Et puis, je pense qu'on va aller à la pause. Merci beaucoup d'être passé. Merci. Bonne chance à vous. Plaisir. Alors, vous, à la maison, si vous êtes intéressé, même si vous n'avez pas eu l'occasion de vous inscrire, c'est pour l'année prochaine, alors, vous pouvez aller sur le site web qui s'affiche à l'écran, www.theatreaction.ca. Vous allez, il y a un onglet où c'est écrit FT c'est à ce lieu-là que vous pouvez avoir des informations et pourquoi pas participer. Après la pause, je garde notre metteur en scène avec moi. Elle va nous donner d'autres informations. Vous regardez Entre nous. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, on rencontre l'homme engagé Fabien Kalala. Il nous explique pourquoi l'utilisation des médias sociaux l'aide à mobiliser sa communauté. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé notre metteur en scène avec moi pour le festival Théâtre Action Milieu scolaire. La question qui m'échappait, c'était le thème de cette année, parce qu'à chaque année, il y a un nouveau thème. Oui, puis c'est les élèves qui décident du thème. En fait, l'an dernier, à la table jeunesse, il y a des représentants des écoles qui ont discuté du thème de l'année à venir. Puis cette année, ils ont choisi le feu sacré. Puis on adore ça, l'équipe. C'est tellement inspirant. Ça veut dire la passion. Ça veut dire que le théâtre, c'est un art qui se transmet à travers les âges. Ça va être une édition fantastique. J'imagine en même temps. Et la cérémonie d'ouverture, c'est pour
Le matin, oui, quand Dès que j'arrive. les élèves arrivent, nous, on parle du thème, on ouvre ça avec plein d'énergie. Mon Dieu. OK, ben bonne chance encore. Et puis, on espère avoir des photos de vous au retour. Peut-être de nous venir nous voir pour des photos, montrer comment c'était allumant ce feu sacré-là. Merci beaucoup à vous. Alors, vous à la maison, n'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter le www.théâtreaction.ca pour avoir beaucoup plus d'informations. Demain, vendredi, nous discuterons encore de jeunesse, mais de la jeunesse qui s'implique encore et encore pour la francophonie avec la directrice générale de Épelle-moi Canada qui sera avec nous pour nous donner de nouvelles informations. On va aussi avoir Jean-François Soria, spécialiste en sécurité informatique, qui va nous donner des astuces pour ne même pas se faire prendre au piège. Je vous vois demain. Au revoir à l'émission. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.